Bonjour. Bonjour. Alors, ah, je vais copier ce truc. Je peux pas copier. Bon. Bon, ce serait bien qu'il y ait plus de personnes quand même. Je n'arrive pas à envoyer des mails à tout le monde. C'est en Excel.
Ah. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Alors, on va pas tarder à commencer. Alors, juste, donc déjà, moi je filme et je pense que je me ferai je pense que je les mettrai sur YouTube, les cours. Ça, vous pourrez les revoir ou peut-être les donner à ceux qui ont loupé le cours. Ça sera déjà ça. Et donc, je pense que je me ferai un autre compte YouTube, bon bref, pour le cours, des trucs comme ça. Comme ça, je les posterai et ce sera disponible. On va mieux prendre le train de midi 39 et pas celui d'après, que celui d'après, c'est quoi Oui, on sait jamais, il y en a vite, t'en as plus. Oui. Parce que les deux d'avant, il y en a deux dans l'heure du midi, hein, il y avait 3 trains, il y en a 2 qui sont supprimés, c'est qui est supprimé. Donc, on va mieux prendre une minute. Il y a la voix de quelqu'un là qui parle. Bon. Donc voilà, donc je pense que je les mettrai comme ça, que ça les rende un petit peu disponibles. Bon, mais c'est mieux de le faire à l'heure parce que comme ça, parce que si jamais vous ne les faites pas à l'heure, vous risquez de pas les faire. Enfin, ceux qui vont devoir revoir les vidéos, ils vont peut-être être en retard. Bon, bref. Alors, je vais partager un truc de tableau. Alors, ça, je vais faire une vidéo en vedette. OK. Donc, on va commencer. Alors, donc, ce qu'on va faire, donc aujourd'hui, on va finir le chapitre sur la continuité. On risque d'avoir vite fini. Après, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour le reste de la séance, mais peut-être qu'on fera d'autres exercices sur les limites. Peut-être qu'on commencera des exercices sur la continuité. Et demain, je pense que je ferai une correction du devoir, de l'interro. Parce que, donc, comme j'ai dit, l'interro, bon, bah, voilà, c'était, vous l'avez pas bien réussi. C'était pas, c'était, enfin, bon, il y a des notes plutôt mauvaises. Vous n'avez pas bien compris beaucoup d'exercices, même la première inégalité qui était pourtant très très simple, ça vous a donné beaucoup de mal. Donc, bon, voilà, je sais que c'était la première interro, etc. Mais il faut un peu plus se concentrer sur les exercices. Bon. Alors, on va continuer le cours. Alors, en fait, on a presque fini hein, sur la continuité. Il reste juste quelques petites propriétés. Alors, donc on avait fait, alors, continuité, suite. Alors, donc, je vais rappeler.
D'ailleurs, j'ai mis sur la plateforme Moodle, j'ai mis les PDF des notes que j'ai écrites. Donc, une fonction est continue. On prend f de i dans R si donc une fonction elle est continue lorsque sa limite en tout point sa limite est égale à sa valeur. Donc voilà, donc c'est la continuité, c'est quelque chose qui concerne la régularité d'une fonction. Une fonction continue, c'est une fonction qui n'est pas trop compliquée. C'est une fonction qui, du coup, on peut tracer son graphe sans lever le stylo. Ça retire des fonctions pathologiques comme la fonction caractéristique des rationnels. Celle-là, elle est très bizarre, cette fonction. On ne peut même pas dessiner son graphe. Mais du coup, une fonction continue, c'est déjà une fonction assez régulière. Et la régularité des fonctions, ça, c'est des choses qui sont importantes parce que ça permet de savoir... vous voyez, plus une fonction est régulière, plus elle est lisse. Et quand une fonction est lisse, elle est beaucoup plus facile à contrôler. Parce qu'a priori, une fonction, une application quelconque, ça peut prendre n'importe quelle valeur à n'importe quel point. Mais si la fonction elle est régulière, tout de suite, il y a des conditions. Et en plus, ça a des vraies applications. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de grandeurs physiques qui sont continues. Si un truc est dérivable, la dérivabilité aussi, c'est une condition de régularité. Donc, voilà, tout ça, c'est des informations importantes à savoir sur une fonction. Savoir qu'une fonction, se demander si une fonction est continue ou non, c'est censé être une question qu'on se pose à chaque fois qu'on voit une fonction. Bon, alors, on avait dit que on a vu que donc on avait vu que si une fonction continue sur un segment qui est borné et atteint ses bornes. Alors, bon, je n'écris pas facile d'écrire. Alors, donc ça c'est continuité et intervalle. Alors, donc une partie de R est dite convexe si donc une partie, on va dire U de R
est dite convexe si, quel que soit x, y appartenant à U, le segment XY est inclus dans U. Donc ça veut dire que quel que soit XY appartenant à U, quel que soit lambda appartenant à 0, 1, donc c'est 1 moins lambda U, 1 moins lambda X plus lambda Y appartient à U. Donc ça c'est, évidemment, c'est en lien avec les fonctions convexes. À comparer avec les fonctions convexes. En fait, par exemple, dans R2, donc ça c'est le plan, une partie U de R2 est dite convexe. Est dite convexe. Alors c'est la même définition lorsque quel que soit X et Y dans U, quel que soit lambda appartenant à 0, 1, 1 moins lambda X plus lambda Y appartient à U. Donc, je fais un dessin. On a X, on a Y. Et en fait, quand lambda, donc ça c'est 1 moins lambda X plus lambda Y. Et donc, là, il y a lambda égale 0. Ça, c'est lambda égale 1. Et là, tout ça, c'est lambda dans 0, 1. Alors, le lien avec les fonctions, donc, dans le plan, une partie U de R2 est dite convexe lorsque est convexe, donc je veux dire est juste convexe lorsque pour tout élément, pour tout couple XY d'éléments de U,
le segment reliant X à Y est inclus dans U. Donc, dans le plan, alors je vais faire un petit dessin. Donc, typiquement, un ensemble convexe, c'est une espèce de patatoïde. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de trucs comme ça là. Donc, on prend X, on prend Y, et vous voyez, tout ce segment, il est là-dedans. Donc ça, c'est convexe. Et ça, par contre, ça, c'est pas convexe. Parce que si je prends 2 points ici, donc cette partie-là n'est pas inclue dans U. Ça, c'est U. Ça, c'est U. Cette partie-là, elle n'est pas dans U. Alors, le lien avec les fonctions convexes, c'est que donc si f va de I dans R, on appelle son épigraphe l'ensemble du plan. Donc ça, c'est l'ensemble des XY on va dire I croix R tel que Y soit supérieur ou égal à f de x. Ça, c'est la partie au-dessus de la courbe de f. Donc ça, je vais noter up de f. Au-dessus du graphe de f. Donc, on fait un petit dessin. Je dessine la courbe. Donc, voilà. Et en fait, l'épigraphe, c'est la partie au-dessus. Et f est convexe
si et seulement si EP de F est convexe. Donc là, on a une fonction convexe. Donc, je la fais. Alors, bon, je me permets d'être pas complètement rond, mais ça, c'est convexe. Donc ça, c'est mon U, quoi. OK. Alors, donc dans R, les seules parties convexes de R sont les intervalles. Donc, c'est-à-dire que les intervalles de R sont caractérisés par le fait que si X et Y sont dans l'intervalle, alors le segment XY est inclus dans l'intervalle. Donc, ça traduit en fait, c'est un petit peu les intervalles, ce sont les trucs les parties de R qui sont en un seul morceau. Alors, il y a une notion différente en un seul morceau pour les parties, mais ça, on ne va pas le faire. Mais voilà. Alors, rapport avec les fonctions continues. Fonction continue. Alors, donc ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, théorème. Donc, soit f de i dans R continue, où i est un intervalle, alors f de i est un intervalle. Donc ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires.
OK. Alors, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais faire un petit dessin. Donc, je vais le faire dans un sens puis dans l'autre. Je vais faire plusieurs petits dessins. Je vais d'abord faire le dessin basique. Donc là, j'ai A. J'ai B. Donc là, j'ai F de A. F de B. Je vais faire le dessin de la courbe. Voilà, donc une fonction continue. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires. Lui, il stipule que donc implique que le segment f de A, f de B, il soit inclus dans f de AB. Donc ça veut dire que pour tout lambda appartenant à f de A, f de B, c'est une valeur intermédiaire. Oui, on appelle ça une valeur intermédiaire puisqu'elle est entre f de A et f de B. Il existe, on va dire, X appartenant à AB, tel que lambda égale f de x. Alors, j'aurais pu mettre un y, mais je préfère quand même écrire avec lambda. Donc, vous voyez, on prend lambda ici, une valeur intermédiaire. Hop, hop, hop. Donc, se demander s'il existe un x tel que lambda égale f de x, c'est on prend l'ordonnée lambda, on regarde la droite horizontale qui passe par lambda en ordonnée, et on regarde si elle rencontre la courbe entre A et B. Et vous voyez, le fait que f est continue, elle passe par ce point-là, et elle passe par ce point-là, ça fait qu'en fait, elle est continue. Donc, quand je vais tracer la courbe, je vais forcément rencontrer cette droite horizontale de hauteur lambda. Donc, c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, là, là, j'ai x. Et ça, c'est f de x. Donc ça, normalement, ce théorème-là, vous l'avez déjà vu.
Donc, c'est vraiment un théorème sur la continuité, justement parce que vous voyez, ça marche que parce que le chemin entre le point A, f de A et B, f de B, il est en un seul morceau. S'il y avait un trou, eh ben, le théorème des valeurs intermédiaires ne serait plus forcément vrai. Donc, bon, là, j'ai fait un dessin un petit peu sommaire, enfin, un petit peu sommaire, disons qui est très caricatural, mais il faut voir que c'est valable pour toutes les fonctions continues. Donc, si on prend par exemple un f de a qui est ici et un f de b qui est ici, donc, on pourrait prendre ça et on pourrait dépasser. Là, je prends aussi une fonction continue. Donc là, je prends f de a, f de b. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires dit que, en fait, donc là, le segment, donc ça c'est f de b, f de a, lui, il est inclus dans f de ab. Donc déjà, moi, je voulais vous dire que tout à l'heure, j'avais mis f de a, f de b, parce que j'avais dessiné que f de a était plus petit que f de b. Donc du coup, quand j'écris l'intervalle, je l'écris comme ça. Mais là, j'ai fait attention à mettre en premier celui qui était le plus petit sur mon dessin. C'est-à-dire que sur mon dessin, quand j'écris f de a, f de b, je sous-entends que dans mon cas, f de a était plus petit que f de b. Mais ici, là, dans mon dessin, j'ai fait un autre dessin pour illustrer l'exemple. Mais cette fois, f de b était plus petit que f de a. Donc, du coup, vous voyez, ça, ce n'est pas tout à fait général, parce que si jamais f de b est plus petit que f de a, c'est un petit peu bizarre d'écrire le segment comme ça. Donc, juste, si vous écrivez un segment avec, vous écrivez xy, le segment xy, et que en fait, x est plus grand que y, donc ce n'est pas trop grave, parce qu'on comprend. Mais quand même, il faut pouvoir voir que c'est un petit peu bizarre d'écrire ça. Normalement, un segment, c'est dans ce sens-là. Mais si jamais vous le faites dans l'autre sens, ce n'est pas très grave. On comprend ce dont vous voulez parler. Mais c'est mieux de savoir qui est dans quel sens, quoi. Donc, c'est mieux. Mais si jamais vous faites, si jamais vous écrivez f de a, f de b, alors que f de b est plus petit que f de a, c'est pas trop grave. Mais bon, moi, ça me gêne un petit peu, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences très graves. Alors, mon exemple, il donnait le cas où f de b était plus petit que f de a. Et aussi, cette inclusion-là, elle peut être stricte. Ça peut être une inclusion stricte. Donc, cette inclusion peut être stricte. Donc là, vous voyez ici, donc ça c'est
F de B, F de A. Et ça, par contre, ça n'est pas. Donc, ce morceau-là. Je vais faire un peu, je vais faire à droite. Et ce morceau-là. Donc, ces deux morceaux-là, eux, ils sont dans F de AB, mais pas dans F de B, F de A. OK? OK. Est-ce que j'ai un autre exemple comme ça? Ah oui, donc ce que je voulais dire, c'était que donc un corollaire, c'est que donc une autre formulation avec ce qu'on écrivait, c'était que l'image par une fonction continue d'un segment est un segment. OK. Donc vous pouvez vous... Et ça inclut, cet énoncé-là, il inclut le théorème des valeurs intermédiaires et le résultat précédent qui dit que une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Donc un segment, ça c'est borné, fermé et convexe. OK? Donc, j'aimerais vous faire réfléchir à la nature. Vous voyez, comme les intervalles, ce sont les seules parties de R qui sont en un seul morceau, et que la continuité, c'est justement le fait de pouvoir tracer un graphe sans lever le stylo, donc sans briser des morceaux, sans couper en plusieurs morceaux. En fait, une fonction, elle est continue lorsque elle ne brise aucun morceau, c'est-à-dire que une conséquence d'être continue, ça veut dire que les intervalles restent des intervalles par f. Quand on applique f, l'image d'un segment est un segment. Donc là, vous voyez, dans segment, il y a trois informations. Il y a borné, fermé et convexe. Et l'image par une fonction continue d'un truc qui vérifie ces trois choses, c'est encore, ça vérifie encore ces trois choses. OK, très bien.
Alors, donc, si f de i dans R est continu, euh, le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème des valeurs intermédiaires, mais tiers, mince, qu'est-ce que j'écris? Le théorème des valeurs intermédiaires s'intéresse, donc disons, concerne l'existence d'une solution à l'équation lambda égale f de x, où lambda appartient à R est une valeur intermédiaire, et x est l'inconnu. Donc du coup, ça c'est complètement une question qui concerne la surjectivité. Donc c'est question en lien avec la surjectivité. Donc, j'avais pas dit, mais j'avais pas donné explicitement la définition. Alors, je vais le faire maintenant. Donc, une fonction est dite monotone lorsque elle est croissante ou bien décroissante. Et strictement monotone, c'est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc, on avait vu que pour une fonction f, le fait d'être strictement croissante ça entraîne f injective.
Donc, on avait que si on avait une fonction strictement croissante, alors elle était injective. Maintenant, on a vu le théorème des valeurs intermédiaires, il concerne une question, il concerne la surjectivité. Et en fait, on va pouvoir combiner les deux pour obtenir ce qui s'appelle le théorème de la bijection continue strictement monotone. Donc, théorème. Donc, ils appellent ça bijection continue strictement monotone. Alors, si f de i dans R, donc si i est un intervalle, est continue et strictement croissante, alors f induit une bijection de i sur f de i. Et sa réciproque, donc f-1 qui va de f de i dans i, est continue, donc je vais dire strictement monotone, et continue et strictement monotone. Et ici, c'est donc ça, c'est la même monotonie que f. C'est croissante, croissante, décroissante. Ok. Alors, du coup, alors, on peut exprimer si vous voulez, si I, par exemple, c'est l'intervalle AB, alors f de I sera je ne vais pas utiliser le futur. F de I donc ça c'est la lime quand x tend vers A de f de x, lime quand x tend vers B de f de x. Alors,
une application de ce théorème, c'est par exemple pour la fonction exponentielle ou logarithme. La fonction exponentielle, elle est strictement croissante, elle est continue, et donc elle est bijective sur son image, donc elle est bijective de R étoile plus dans R. Non, elle est bijective de R dans R plus étoile. Donc, X exponentielle bijective de R dans R plus étoile. Monsieur, Oui, est-ce que si une fonction est croissante, est-ce que forcément sa bijection sera croissante? oui, oui. Donc, si une fonction est croissante et bijective, alors sa bijection réciproque est croissante. Et si une fonction est décroissante, sa bijection réciproque est décroissante. Peut-être que je vais le mentionner. Voilà. Donc, en fait, j'aurais pu énoncer le théorème qu'avec les fonctions strictement croissantes, comme j'ai hésité à le faire d'ailleurs. Mais en fait, ça marche aussi avec les fonctions strictement décroissantes. Du coup, c'est dommage de ne pas inclure ça dans le théorème, mais le cas le plus important, disons, c'est pour les fonctions croissantes. Et à partir du théorème sur les fonctions croissantes, tu peux en déduire celui pour les fonctions décroissantes. Mais bon, voilà, quand je dis strict, même monotonie que F. Donc, remarque, si F, on va dire de A dans B est bijective, donc avec AB incluant R, est bijective et croissante, alors F-1 est croissante. Donc, pourquoi parce que si comment je vais prouver ça donc, le fait que f est bijective, donc A, on va dire x inférieur ou égal à y, x inférieur ou égal à y, ça équivaut à dire que f de x, non. Donc, je vais mettre un strict, f de x strictement inférieur à f de y. Et donc ça c'est valable quel que soit x, y appartenant à A. Et du coup, quel que soit, disons, AB appartenant à B, on a f-1 de A strictement plus petit que f-1 de B, si et seulement si A est strictement plus petit que B. Et de même, si
f de A dans B est bijective décroissante, alors f-1 est bijective, donc ça c'était sûr, est bijective et décroissante. Alors, il y a une réciproque. Donc, je vais faire un petit trait. Il y a une réciproque à ce théorème. Donc, ça, c'est la fin de la remarque. À ce théorème, donc propre, donc en fait, c'est même valable pour les fonctions injectives, mais si une fonction f de I dans R est de I, on va dire dans J, est bijective et continue, alors elle est strictement monotone. Alors, là, dans mon énoncé, j'aurais pu remplacer bijectif par injective. Mais bon, on va laisser bijectif. Mais si vous mettez injectif, ça suffit. Mais c'est surtout l'injectivité. Ok. Alors, eux, ils font un exemple. Bon. Pour moi, on a fini les exos sur la... Quelle heure? Il me reste encore une demi-heure. Alors, je vais juste vous parler. Donc, je vais quand même vous parler 2 secondes de fonctions continues et de suites. Alors, une fonction est continue, donc soit f propre, soit f de I
dans R et x0 appartenant à I, alors f est continu en x0 si et seulement si pour tout de suite UN, je vais diminuer la taille de la gomme, tout de suite UN, si et seulement si pour tout de suite UN convergente vers x0, la suite f de UN, n supérieur ou égal à 0, n supérieur ou égal à 0, est convergente vers f de x0. Et donc f, elle est continue si elle est continue en tout point. Donc ça veut dire que, par exemple, on peut passer à la limite dans les fonctions continues. Donc, si vous voulez, par exemple, donc, racine de 9 plus 1 sur n, ça tend vers racine de 9. Et ça, donc, quand n tend vers plus l'infini, ça c'est... Et en fait, ici, la justification, c'est car la fonction racine est continue sur R+, donc en 9. Okay, c'est ça la justification. Alors, OK. Alors, j'hésitais à faire un truc. J'hésitais à vous parler un peu plus des segments. Bon, ok, bah, je vais vous parler un petit peu des segments, de pourquoi est-ce que les segments, c'est des intervalles réels qui sont très particuliers. Pourquoi est-ce que l'image d'une fonction continue d'un segment est nécessairement un segment. Donc,
on va dire, remarque sur les segments. Bon. Alors, donc un segment AB est fermé et borné. Donc fermé, ça signifie que tout de suite formé d'éléments de AB qui est convergente à sa limite dans AB. Ça, c'est le fait d'être fermé. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut interpréter le fait d'être borné? Donc, si UN est une suite, une suite extraite de UN est, donc, n supérieur ou égal à 0, est une suite de la forme U phi de n où phi de n dans n est strictement croissante. Donc, par exemple, si je prends, j'ai U0, U1, U2, U3, U4, etc. En fait, U0, donc une suite extraite, c'est par X, par exemple, ça va être U0, U1, U2, U4, U6, U8, etc. Ou U1, U3, U5, etc. Donc voilà. Donc, c'est ça le procédé d'avoir une suite extraite. C'est-à-dire de sélectionner certains morceaux. Et donc là, phi ici, c'est 2n. Phi de n, c'est 2n ici.
ici, c'est 2n plus 1. Bon, donc, ça, c'est phi de m qui est égal à 2n. Ça, c'est phi de m qui est égal à 2n plus 1. Donc ça, c'est des exemples de suite extraites. Et en fait, donc évidemment, d'ailleurs, il y a 2m. Évidemment, toutes les suites de AB ne sont pas toutes convergentes. Donc, je vais dire, les suites de AB ne sont pas toutes convergentes. Par contre, donc, propre, pour toute suite, donc ça c'est une preuve des segments. Pour toute suite de AB, on peut en extraire une sous-suite convergente. Et cette propriété est même une caractérisation donc en fait, ça c'est surtout le fait d'être borné, de tout de suite borné. On peut extraire une sous-suite convergente. Et ça nous permet de montrer que si f est continu sur AB, alors f de AB est borné. Donc, je vais faire la preuve.
Donc, deux points. Donc, on suppose par l'absurde que f de AB n'est pas borné. Donc ça, on a vu que cela implique donc on a vu que cela implique qu'il existe une suite. On peut trouver des points, qu'il existe une suite YN formée d'éléments de f de AB qui n'est pas borné. Ok, donc ça va que si on prend un ensemble qui n'est pas borné, ça veut dire qu'il contient une suite qui n'est pas bornée. Donc, ça, on l'avait vu une fois, mais enfin, vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir, mais je veux dire, vous arrivez à voir que si un ensemble n'est pas borné, alors c'est qu'il contient une suite qui n'est pas bornée. Qui n'est pas bornée. Alors, les éléments YN, ils sont dans f de AB. Je vais utiliser ça. Donc, vu que YN appartient à f de AB, pour tout n, il existe Xn appartenant à AB tel que Y et Yn égale f de Xn. OK? Maintenant, la suite Xn est dans le segment AB. Et par la propre, elle admet une sous-suite convergente. Donc, je vais changer de page, mais on a bientôt fini. Et par la propre, elle admet une sous-suite convergente, c'est-à-dire qu'il existe phi, une fonction de n dans n, strictement croissante,
tel que x phi de n converge vers, disons, L, qui appartient au segment AB. Alors, donc, x phi de n converge vers L. Donc, f de x phi de n, ça converge, pas comme n tend vers 0, n tend vers plus l'infini, vers f de L, car f est continu. Donc, yn, ah mince, alors, oui, en fait, j'aurais pas dû supposer que juste yn était pas borné, et même que yn en valeur absolue tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, y phi de m converge. Et cela contredit yn tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, du coup, voilà, alors ça c'est une propriété des segments. Et c'est pour ça que l'image par une fonction continue d'un segment est un segment. Alors, j'ai 5 minutes, je vais prendre juste le temps de faire une petite remarque sur donc, je vais vous donner des éléments de preuve. Pourquoi une suite de AB admet-elle une sous-suite convergente ? Donc, si je prends UN, une suite de AB, on découpe AB en deux. Donc je prends A, B. Donc UN, donc ça c'est A plus B sur 2, passe une infinité de fois
Donc, tombe, disons. Tombe une infinité de fois à droite de A plus B sur 2 ou à gauche de A plus B sur 2, du milieu des deux. Donc, si donc ça veut dire que on peut ça veut dire que on peut extraire de UN des termes qui sont tous dans la partie gauche de AB ou dans sa partie droite. Et en fait, on peut recommencer donc si une infinité des termes tombe à gauche, de A plus B sur 2, alors on peut recommencer le raisonnement avec le segment A plus B sur 2. Donc en fait, on part de A, B, on coupe ici en deux, on va dire que UN, elle tombe une infinité de fois ici, ensuite elle tombe une infinité de fois ici, ensuite elle tombe par exemple une infinité de fois ici, ensuite elle tombe une infinité de fois ici, et tel que à chaque étape, une infinité de termes de UN sont dans le morceau découpé. Et en fait, en faisant ça, on va se rapprocher d'une limite L qui sera la limite d'une suite extraite. Donc ça, c'est le principe de dichotomie. C'est-à-dire que
Il y a un des deux côtés pour lequel la suite passe une infinité de fois. Hop, je sélectionne ce côté. Ça pourrait être les deux, hein, mais j'en sélectionne un des deux. Ensuite, je recommence ce raisonnement avec le morceau d'en dessous. Et si on fait ça à chaque fois, hop, on sélectionne en fait des termes de la suite UN progressivement. Et en fait, ça nous permet de construire une suite extraite qui converge. OK? Bon, il est 10 heures, donc je vais m'arrêter là. Si vous voulez, je peux répondre à vos questions. Alors, moi, j'écris les cours comme ça avec j'ai une petite tablette, mais je vous conseille quand même de prendre les notes. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, mais moi, je vous conseille de prendre ces notes-là à la suite de votre cours. C'est parce que si jamais vous le réécrivez, vous allez beaucoup mieux vous en souvenir. Et en plus, sinon, vous allez vous endormir devant votre écran. Enfin, je veux dire, j'ai déjà participé à des conférences en visioconférence, hein. Je sais que c'est pas facile de tenir, c'est pas comme quand on est en cours. Donc, moi, je pense que vous pouvez prendre votre cours et le continuer, quoi. Et donc, comme j'ai dit, moi, j'enregistre et je vais foutre ça sur YouTube. Et comme ça, au moins, ce sera accessible. Et ceux qui n'ont pas été là, ils pourront les regarder. Vous pourrez peut-être les re-regarder. Bref. Et je vais mettre sur le site, sur le Moodle, je vais mettre les PDF, donc les images là. Ça peut, enfin, c'est toujours. Donc ça, c'est une ressource. Les premiers cours qu'on a fait, ils sont déjà sur le Moodle. Et donc, comme j'ai dit, demain, je pense que je vais faire une correction de l'interrogation. Donc, je sais pas comment je suis censé vous donner vos notes, mais j'aimerais éviter de passer par les notes de tout le monde. J'aimerais juste que vous ayez accès à une liste. Donc, ça, j'ai demandé au responsable du cours. Je ne sais pas exactement comment on va faire, mais en tout cas, on va faire une correction. Donc, demain, a priori, moi, je vais faire OK. Oui, enfin, c'est pas facile d'envoyer par mail à chacun parce que, en fait, j'ai plus, c'est bête, mais j'ai plus, j'ai certains mails, mais je les ai pas tous. J'ai les mails par rapport à la liste de l'université. Enfin, il y a une liste, mais il y a des gens qui n'ont pas donné d'adresse mail ou du moins pour laquelle c'est pas donné. Et enfin voilà, j'ai pas forcément tout le monde. En plus, il y a des gens qui ont changé. Voilà, donc enfin, je sais pas exactement comment je vais faire, mais moi j'aurais bien aimé pouvoir les noter quelque part. Normalement, c'est dans un logiciel. Voilà, ça doit être Zimbra. Donc je vais m'enseigner. Vous devriez y avoir accès comme ça.
Bon, je vous dis, les notes ne sont pas brillantes, hein. Mais bon, demain, on va faire la correction de tous les exercices. Si on filme et tout ça, je n'ai pas envie de donner les notes, donc ça ne va pas arriver. Donc, voilà. Et donc, la semaine prochaine, on fera des exercices pendant les TD. On fera des exercices sur la continuité. Et le matin, on fera le cours sur la dérivabilité. Bon. Je ne sais pas encore comment je vais vous faire parvenir les notes, mais on trouvera, enfin, je vais trouver comment faire ça de manière propre. Bon. Ok, bah, au revoir. S'il n'y a pas d'autres questions.